certaine méconnaissance de l'histoire de l'Afrique. Comment expliquer qu'il ait fallu attendre 2019 pour qu'elle fasse son entrée dans ce temple du savoir à la française? En effet, il y a une histoire africaine avant la colonisation, évidemment. Dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré qu'un siècle, il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui va s'appeler l'Afrique avant la colonisation, et c'est une série qui me tient énormément à cœur. Et l'idée, ça va être de mettre en lumière l'histoire africaine précoloniale, puisque j'ai un petit peu l'impression que quand on parle d'histoire africaine, si déjà on parle d'histoire africaine, on va beaucoup parler de l'esclavage, ou alors si on va parler de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, mais j'ai un petit peu l'impression que ce qu'il y avait avant est un petit peu un flou par rapport à tout ça, et l'idée, ça va être de balayer ce flou et d'essayer de découvrir un maximum l'histoire africaine avant la colonisation, ou au moins avant une présence européenne sur le continent. Cette série de vidéos va fonctionner par épisode, et le premier épisode, que je vais appeler un peu plus introductif, va porter sur les Berbères. Pourquoi je dis que c'est un épisode introductif? C'est parce que c'est un épisode qui va porter sur un peuple, et les autres vont beaucoup porter sur les royaumes et les empires. Là, pour le coup, ça va être un peuple, puisque ça se situe un peu partout en Afrique, on le verra. Et pour commencer, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter, etc. C'est quand même important déjà pour moi, pour savoir si ça vous plaît, et aussi parce que quand on met au début des vidéos sur YouTube, on est très vite noyé sur toutes les autres vidéos qui existent, et justement le maximum de réactions permet de s'offrir un petit chemin. Et pour ce premier épisode qui sera introductif, on va parler d'un groupe ethnique qui habite l'Afrique du Nord depuis la préhistoire. Les premiers textes qui parlent d'eux datent du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les Égyptiens qui parlent d'eux en parlant de l'Ibou, qui a donné ensuite le terme de Libye. Il s'agit bien évidemment des Berbères. Pour la suite de la vidéo, sachez qu'on va aborder plusieurs thématiques qui concernent les Berbères, et je mets donc un sommaire où vous pourrez un petit peu vous balader s'il y a une thématique qui vous intéresse un peu plus qu'une autre. N'hésitez pas à aller dans la thématique directement, quoi. Alors pour commencer, on peut se demander d'où vient le mot berbère. On a souvent tendance à rapprocher l'étymologie du mot berbère au mot barbare, qui signifie pour les Grecs et les Romains les populations qui étaient étrangères à eux, qui ne vivaient pas comme eux, qui parlaient une langue différente. Alors ça pourrait être intéressant, néanmoins justement ces habitants de la rive méditerranéenne étaient quand même bien connus des Romains, puisqu'ils étaient sous domination romaine pendant un bon moment. On pourrait aussi se demander si ce ne sont pas les Arabes qui ont fait des Berbères des barbares en empruntant ce terme gréco-romain. Ou enfin, on peut aussi se dire que peut-être que ce terme-là vient de la langue touareg, parce qu'il faut savoir qu'en touareg, Iber signifie nomade. Alors en tout cas, on peut les appeler les Maures, les Libyens, les Berbères, les Numides, mais eux-mêmes se qualifient d'Emezeren, les hommes libres. Les Berbères avaient leur propre religion et leurs propres croyances, bien qu'ils partageaient des dieux avec les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Ils avaient une multitude de dieux qui leur étaient propres, et le dieu qu'ils adoraient principalement était le dieu Amon, le dieu bélier. D'ailleurs, c'est un dieu que l'on retrouve aussi dans les croyances égyptiennes, puisqu'il faut savoir que les Berbères ont été pharaons durant la deuxième dynastie pharaonique. Ils ont dominé l'Égypte pendant un bon moment, et du coup il y a eu un petit mélange dans les croyances aussi berbères et égyptiennes. Et puis comme toute croyance, les Berbères avaient créé un petit peu la genèse du monde, c'est-à-dire qu'ils imaginaient que le monde était fait et organisé par deux mondes parallèles. D'abord celui des hommes, celui dans lequel nous vivons, et puis un monde qui était là avant, qui se trouve sous terre. Et dans ce monde sous terre, parallèle, on a un petit peu des similarités, c'est-à-dire que tout y est similaire, néanmoins les habitants sont différents, puisqu'on y trouve des nains, des ogres, des djinns, des monstres en tout cas. On croyait que l'on pouvait communiquer entre les deux mondes à partir de points précis, comme par exemple des puits ou des grottes, avec l'aide de chamans ou de sorcières. Enfin, la nuit, on pensait que ces monstres venaient hanter le monde des vivants, et que pour s'en protéger, il fallait compter parmi les hommes les plus purs. Enfin, les Berbères avaient leur propre approche de l'apocalypse, avec une vision qui a beaucoup de consonance aujourd'hui avec les visions de grandes religions monothéistes, comme par exemple le christianisme ou l'islam, parce qu'on y aperçoit des signes de cette fin du monde qui sont pas mal similaires, comme par exemple les hommes attachés à l'argent, les hommes qui perdent la foi, ou encore la multiplication des séismes. Les Berbères entretenaient un rapport très particulier avec la mort. Ils avaient peur d'être hantés, mais d'une certaine manière, ils entretenaient un petit peu un rapport quand même avec les morts, dans le sens où des fois, ça pouvait arriver qu'ils avaient même des sortes de prières envers eux, une sorte de culte aux ancêtres. Ce qu'ils faisaient par exemple, c'est qu'ils s'endormaient sur la tombe des défunts en leur faisant un vœu, d'une certaine manière une sorte de vœu, une sorte de souhait.
Et on demandait justement à ce que ces morts viennent répondre à notre prière, à notre souhait dans notre rêve. Pour aussi rendre hommage à leurs croyances, ils avaient tendance à rendre culte en faisant des sacrifices à leur dieu en l'occurrence. Donc ce qu'ils faisaient par exemple, on a l'exemple du dieu Ayur qui est le dieu de la lune, qui est beaucoup représenté avec une lune pleine ou un croissant de lune comme ça vers le haut. Ce qu'il faisait, c'est qu'il sacrifiait des victimes. Donc ce que rapporte Hérodote, c'est qu'il leur coupait l'oreille. Ensuite, il lui tordait le cou et après, il l'immolait. Il l'immolait pour la lune ou pour le soleil. Et je sais pas si ce sont toujours des sacrifices. Je sais qu'il y avait des sacrifices d'agneaux beaucoup, mais je sais pas s'il y avait des sacrifices humains pour ces dieux-là. Je sais qu'à un moment donné, Rome a interdit les sacrifices humains en public. Donc ils les avaient pas interdits en privé. Et je sais pas, ça veut dire que tu pouvais sacrifier en privé, mais pas en public des humains. Mais je sais pas si c'était le cas des Berbères. Pour le coup, c'est une question que je me pose. Parce que Hérodote parle seulement de victimes, il parle pas d'humain ou d'animal et tout. Malgré tout le caractère ancestral de ces croyances, eh bien, il faut savoir qu'elles demeurent encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut encore lire l'héritage de ces croyances un petit peu pré-islamiques, pré-chrétiennes, et puis même précédant la religion punique. C'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver notamment dans des fêtes, comme par exemple la fête Yemeyer, qui est le nouvel an berbère qui est célébré le 12 janvier. Et puis on le retrouve aussi sur le visage d'hommes et de femmes berbères que l'on peut rencontrer jusqu'à aujourd'hui dans leurs tatouages. C'est-à-dire que sur leur visage, ils peuvent se scarifier des symboles sur la peau qui ont un héritage qui date de millénaires, quoi. Je veux dire, c'est super impressionnant que ce soit resté jusque-là d'ailleurs. Et ces tatouages se rapprochent un petit peu aussi du monde de la magie et qui ont une triple fonction, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une fonction d'ornement dans la mesure où ils habillent la femme et l'homme, ils habillent leur visage et puis c'est un signe de beauté d'une certaine manière, puis une fonction sociale et une fonction protectrice par la même occasion, puisque comme je dis c'est très proche du monde magique et ça se voit beaucoup par les symboles, parce qu'on peut trouver des symboles d'ailleurs qui demeurent jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je suis vraiment étonnée. C'est-à-dire qu'on peut trouver la croix qui représente l'œil de Dieu ou alors l'étoile qui guide l'homme dans la nuit. Et aussi beaucoup de symboles liés à la femme, comme par exemple le palmier qui représente la déesse mère, ou alors le carré qui représente le foyer, ou un triangle vers le bas qui représente aussi l'utérus de la déesse d'ailleurs Tamit. C'est incroyable parce qu'elle a aussi un symbole qui demeure jusqu'aujourd'hui et qui est très démocratisé, qu'on confond beaucoup avec un symbole islamique, qui est la main de Fatma, qui est Tephost, qui est justement aussi le symbole de cette déesse de la fertilité. Et puis toujours dans la logique un petit peu du tatouage, on a quelque chose d'un peu plus connu. Là pour le coup c'est le henné, et ça c'est sûr que vous en avez déjà vu sur les mains de personnes, voilà, que ce soit en Algérie, que ce soit même en Libye, que ce soit en Mauritanie, au Mali, etc., dans des peuples berbères là-bas. C'est sûr que vous avez déjà vu le henné qui a un double langage, qui a d'abord le langage de la séduction et puis celui de la magie. Et ça fait toujours un petit peu partie des rituels qui ne manquent pas à l'appel lors des grands événements, lors des grandes cérémonies, notamment dans la nuit du henné, qui est quand même une cérémonie très importante au sein des mariages berbères. Et c'est quelque chose pour moi qui demeure dans le sens où, après ça c'est des choses aussi que j'ai observées, mais j'ai un peu l'impression que, notamment chez certains Kabyles, il y a toujours un petit peu cette dimension sacrée du henné, c'est-à-dire que pendant la cérémonie du henné, on ne touche pas le henné. Le henné c'est pour la mariée, il faut une personne de confiance pour le manipuler, etc. Donc il y a toujours un petit peu ce côté un petit peu mystique, un petit peu magique, un petit peu sacré aussi du henné. Je pense que c'est quelque chose qui demeure vraiment aujourd'hui, même si ça a perdu un petit peu sa signification. Je pense qu'il y a toujours des choses qui peuvent revenir des fois. Enfin, on peut s'intéresser aux enjeux culturels que représente aujourd'hui le peuple amazigh et que revendique le peuple amazigh. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va se matérialiser dans le mouvement culturel amazigh qui a lieu dans toute l'Afrique du Nord, mais principalement au Maghreb, qui est un mouvement pacifiste qui lutte avec des étudiants, des militants, des activistes et puis des artistes pour que l'État reconnaisse dans ses textes l'identité amazigh au Maroc et en Algérie, ainsi que la langue, et aussi pour avoir une reconnaissance officielle de l'amazighté dans l'identité nord-africaine. On n'arrive pas vraiment à dater ce mouvement, mais on peut noter la date du 20 avril 1980, qui est quand même la date du printemps berbère en Algérie. Alors moi je pense que toutes ces revendications berbères sont aussi la suite
du tabou autour de l'identité berbère aussi, de ses origines qui sont très anciennes, qui datent de millénaires et puis qui perdurent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en faisant mes recherches, c'était très compliqué de voir d'où viennent les berbères et aussi c'était compliqué de les dissocier d'autres peuples, c'est-à-dire que j'avais beaucoup l'impression qu'on avait besoin de les assimiler à notre peuple, c'est-à-dire qu'on disait bon bah au final les Arabes et les Berbères c'est pareil. Et puis pendant la colonisation française en Afrique du Nord, on avait beaucoup tendance à assimiler justement les Berbères à des Européens, puisque on avait le cliché un peu du Berbère blond aux yeux bleus et blancs. Du coup, il y a un petit peu tout ce tabou autour de ça, d'essayer d'aliéner ce peuple à un autre. Et je pense que c'est aussi pour légitimer un discours de domination. Par exemple, ce qui se passait pendant la colonisation française, c'est qu'on commençait à dire que certainement les Berbères descendaient des Celtiques, parce qu'il y avait beaucoup de symboles communs, il y a beaucoup de croyances communes, et puis ils sont blancs, ils sont blonds, ils ont des yeux bleus dans l'imaginaire collectif. Et jusqu'à maintenant d'ailleurs, puisque l'État est un État arabe, et le peuple amazigh se bat pour une reconnaissance de son identité au sein même du pays. Donc je pense, mais ça c'est mon avis, je pense que justement tout ce tabou autour de l'origine des Berbères et tout, qui a changé, un jour c'est européen, un jour c'est arabe, un jour c'est... Je pense que voilà, c'est pour aussi légitimer, comme ils ont été beaucoup sous domination aussi au fur et à mesure des siècles. Je pense que c'est pour ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs là j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que... j'ai pas la réponse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Maghrébins, ce qu'on appelle les Maghrébins, est-ce qu'ils sont arabes ? Ou est-ce que ce sont des berbères qui sont arabisés de par la langue, un petit peu la culture, la religion, etc. Je sais pas. Ou est-ce que... Parce que moi je me dis que mes recherches font qu'aujourd'hui je pense vraiment que ce sont des berbères qui sont arabisés. Mais je me dis que quand il y a eu la conquête arabe en Afrique du Nord, peut-être qu'il y a eu de la mixité. Donc aujourd'hui il y a vraiment des arabes au Maghreb, c'est sûr. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode sur cette séquence-là sur l'Afrique avant la colonisation qui va porter sur l'Empire Songhai. Donc Mali, Ghana, Empire Songhai. Et bien sûr pour une nouvelle vidéo qui parlera d'autre chose. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à plus.